Chers amis, mes chers JAJ, je ne sais pas si vous mesurez bien l'importance que votre présence, votre nombre, votre enthousiasme ont pour moi aujourd'hui. Sans vous, je n'aurais pas parcouru le chemin que j'ai parcouru. Sans vous, je n'irai pas jusqu'au bout, c'est-à-dire avec vous, jusqu'à la victoire. Permettez-moi de remercier tout particulièrement Aurélie et Guillaume, nos hôtes dans les Hauts-de-Seine, mais aussi Alexandra, Stéphane, Charlotte, Fatma, pour leurs témoignages et leurs propositions. On peut les applaudir à nouveau. Aïcha et Jérémy, qui travaillent depuis des jours et des jours à la préparation de cette belle rencontre. Et puis, à Mathieu aussi, qui anime les JAJ depuis presque 600 jours aujourd'hui. J'ai retenu confiance, courage, crédibilité. Merci Mathieu de ta présence à mes côtés. Et puis, j'ai écouté avec émotion Édouard Philippe me rappeler de bons souvenirs, le moment où nous avons créé ensemble ce qui s'appelait alors l'UMP. Ça n'était pas évident. Il fallait rassembler les gaullistes, les libéraux, les centristes. J'ai mis beaucoup de détermination à atteindre cet objectif, mais je n'aurais pas réussi, naturellement, si je n'avais pas eu à mes côtés des hommes comme Édouard Philippe et quelques femmes aussi. Cher Édouard, très vite, je me suis aperçu que j'avais placé ma confiance, où est-ce qu'il est ? Ah, il est là. Que j'avais placé ma confiance en de bonnes mains. Je n'ai jamais été déçu et je suis sûr que nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble. Je compte sur vous et je vous dis toute ma reconnaissance aujourd'hui. Quant à vous tous, vous êtes en quelque sorte ma source d'eau fraîche, la source de bonne énergie, la source de bon optimisme, avec votre enthousiasme, votre dynamisme et votre foi dans la cause que nous défendons. Oui, vous avez la foi. Oui, j'ai la foi. Oui, nous partageons la même foi, c'est-à-dire la foi dans la France. La première étape de ce Tour de France va s'achever le 20 et le 27 novembre prochain avec la primaire. Il n'est pas nécessaire, je pense, que je vous rappelle sa nécessité. Pourquoi nous l'avons fait? C'est vrai que ça n'est pas habituel dans notre famille politique, mais le nouveau paysage français, la montée de l'extrême gauche, la montée de l'extrême droite, nous faisait obligation, si nous voulons gagner les élections présidentielles, de dégager un candidat qui ait la légitimité et la force nécessaires pour l'emporter au premier tour de la prochaine élection présidentielle. Et c'est avec cela que nous allons, bien sûr, gagner la primaire. Les conditions de la réussite, vous les connaissez, je n'y reviens pas longuement. L'essentiel, c'est une large mobilisation. Plus il y aura de votants et plus j'ai de chance. Ne vous laissez donc pas impressionner par les manœuvres de ceux qui veulent refermer les portes des bureaux de vote. Nous allons les maintenir largement ouvertes. Ouverte à tous ceux qui veulent l'alternance parce qu'ils sont désespérés de l'échec désastreux de François Hollande et du gouvernement socialiste. À tous ceux qui ne veulent pas non plus que le Front National, un jour, exerce des responsabilités gouvernementales dans notre pays. Voilà mes deux seuls adversaires à l'exclusion de tout autre. Cet appel à la mobilisation, je voudrais vous l'adresser à vous tout particulièrement et à travers vous aux jeunes Françaises et aux jeunes Français. Tout à l'heure, nous l'avons entendu, on sait très bien que la jeunesse n'est pas spontanément portée à participer aux élections politiques
eh bien, nous allons faire mentir cette règle. Allez nombreux, faites voter nombreux, parce que c'est votre avenir qui va se décider. Mais vous en avez bien conscience, la primaire n'est qu'une étape. L'essentiel, c'est la suite, bien sûr. Et c'est la réponse à cette question qui nous hante tous. À quoi ressemblera notre pays dans quelques années, disons 2030? Dans quelle France, vous, vivrez-vous demain? Et c'est cela qui est au fond de mon engagement. C'est cette France de 2030 dont je voudrais vous parler maintenant. Nous partons d'une situation profondément dégradée. Le constat est hélas d'une grande simplicité et je ne vais pas m'y attarder longtemps. Notre croissance se traîne. Vous avez vu que les dernières prévisions sont encore en recul par rapport à ce qu'on nous annonçait, 1,3% à peine. Le chômage est en hausse au cours des derniers mois. Et quand on fait le bilan 2012-2017, il sera catastrophique. Je ne peux pas me résigner à cette terrible réalité. 24% des jeunes de moins de 25 ans en France au chômage. C'est un terrible fléau qu'il va falloir éradiquer. Nos gouvernants ont perdu une grande part de leur crédibilité. Un climat de défiance généralisé s'est instauré dans notre pays. Quant à l'image de la France, je peux vous le dire, et vous en êtes conscient aussi, quand vous voyagez à l'étranger, elle est profondément abîmée. On l'a vu d'ailleurs dans la fréquentation touristique de cet été. J'ai bien noté ce qu'a dit tout à l'heure Mathieu, et j'avais la même citation que lui. En 2012, François Hollande avait demandé, je le cite, à être évalué sur la promesse que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012. À nouveau, un échec cinglant. Et vous allez le sanctionner. Faut-il pour autant baisser les bras? Plus fort, plus fort. Je dis non avec vous, et je dis non au pessimisme, bien sûr. J'ai retrouvé cette citation de Winston Churchill qui avait le sens de la formule. Les pessimistes voient la difficulté dans chaque opportunité. Les optimistes voient l'opportunité dans chaque difficulté. Je ne sous-estime pas les difficultés que rencontre la France aujourd'hui, et je viens d'en citer quelques-unes. Ma liste n'était pas exhaustive, mais je ne veux pas me laisser abattre par le déclinisme ambiant ou le pessimisme ambiant. Je crois que la France a toutes les chances de rebondir, et je le dis tous ensemble, nous allons provoquer le sursaut de la France. Je veux être porteur avec vous d'une espérance partagée et d'une confiance mutuelle. Et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à vous écouter. Nous avons lancé, comme l'a rappelé tout à l'heure Jérémy et comme l'a rappelé Aïcha, une grande consultation auprès de vous. Elle a duré plusieurs mois, des milliers de réponses nous sont parvenues. Nous avons consulté, étudié vos attentes, vos propositions, et encore aujourd'hui, nous l'avons vu dans ce débat. Ce que je voudrais vous dire, là aussi, avec toute ma sincérité, c'est que nous ne réussirons qu'ensemble. Il faut que nous sortions de cette opposition souvent trop facile entre les générations, les jeunes et les moins jeunes. Voilà. Nous avons besoin les uns des autres. J'ai besoin de votre jeunesse, j'ai besoin de votre joie de vivre, j'ai besoin de votre appétit de vivre. Mais je peux aussi peut-être vous apporter mon expérience, les leçons de mes réussites, il y en a eu, et les leçons de mes erreurs ou de mes échecs, il y en a eu aussi. Et c'est cela que je voudrais construire avec vous, une sorte de nouvelle solidarité intergénérationnelle. D'un côté, ce qui nous incombe et ce qui m'engage, et de l'autre côté, ce qui doit aussi vous engager. Ce qui m'incombe, les engagements que je veux prendre envers vous, c'est pour résumer
de créer les conditions qui vous permettront d'épanouir vos talents et de réussir votre vie. Et pour cela, plusieurs objectifs à atteindre. Le premier, je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, c'est d'éradiquer ce fléau du chômage qui mine notre société et tout particulièrement vos générations. Et il va falloir se battre sur tous les fronts. Ça vous paraîtra peut-être curieux, mais je le dis pourtant, ça commence à l'école. Parce que c'est là que se concrétisent ou se rigidifient les inégalités, c'est là, hélas, que se prépare le décrochage scolaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accordé beaucoup d'importance à la réforme de l'école dès les toutes petites classes où il faut mettre le paquet. Il est déjà trop tard, en 6e, lorsque 15 à 20% des jeunes sont frappés en partie d'illettrisme, mais en tout cas ne maîtrisent pas parfaitement le socle des connaissances, lire, écrire et compter. C'est la raison pour laquelle je propose d'alléger les effectifs dans les petites classes et de soutenir très régulièrement, avant bien la classe de 6e, tous les jeunes qui sont en voie de décrochage. C'est pourquoi je veux aussi redonner de l'élan à nos collèges et dans nos lycées, non pas par la réforme qui a été bâclée en quelques mois sans prendre véritablement l'avis de ceux qu'elle concerne, mais en donnant à nos établissements une véritable autonomie. Je crois à la décentralisation, je crois à l'autonomie, je crois à la liberté qui seules sont génératrices d'idées nouvelles. Il faudra aussi multiplier les formules à la fin de la scolarité obligatoire pour aider ceux qui ont décroché, en espérant évidemment qu'il y en aura moins le jour où ces réformes auront été mises en œuvre. Les écoles de la deuxième chance doivent être développées. J'en ai une à Bordeaux que j'ai eu beaucoup de mal à mettre en œuvre, mais j'y suis arrivé. L'EPID, l'établissement public qui s'adresse aux jeunes les plus éloignés de l'emploi, constitue aussi une bonne formule. On me dit parfois qu'il faut réinstaurer le service militaire obligatoire pour tous les jeunes d'une génération. J'ai dit peut-être maladroitement que c'était une idée de seniors, plus que de jeunes. Mais je m'explique. Il fallait, et nous l'avons fait en 1995 avec Jacques Chirac, moderniser l'armée française pour en faire vraiment une armée de professionnels, comme toutes les grandes armées du monde. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir précisément une des meilleures armées du monde. Et aujourd'hui, l'armée française n'a pas les moyens ni la mission d'accueillir 750 000 jeunes gens et jeunes filles pour les former dans un service militaire obligatoire. D'autres formules sont nécessaires. Le service civique, bien entendu, qu'on a eu tort de ne pas développer comme il aurait dû l'être. Et puis, le service militaire adapté dans certaines conditions. D'autres formules encore qui permettront d'accueillir les jeunes. Mais je vous le dis, ce fameux melting pot dont on nous parle tant, aujourd'hui, ce n'est pas à 20 ans ou à 18 ans qu'il doit fonctionner, c'est beaucoup plus jeune, et l'école a aussi ce rôle fondamental de transmission des valeurs républicaines et des règles de la vie en commun. La deuxième réponse au fléau du chômage, elle tient en deux mots, apprentissage et alternance. Et je dois dire à Stéphane que j'ai écouté son témoignage vraiment avec un intérêt de tous les instants parce qu'il a parlé tout à fait vrai. Je me suis efforcé depuis des mois et des mois de comprendre pourquoi il y avait cette espèce de divorce entre les déclarations des hommes politiques, vive l'apprentissage, et puis la baisse du nombre d'apprentis qu'on constate depuis quelques années. Voilà un exemple très caractéristique de différence entre les paroles et les actes. Et comme Stéphane, j'ai identifié un certain nombre de blocages qu'il faut faire sauter parce que l'apprentissage et l'alternance peuvent être des voies royales pour entrer dans la vie du travail et s'épanouir pleinement comme il s'épanouit en tant qu'artisan chocolatier. J'ai rencontré il n'y a pas très longtemps une jeune femme qui avait commencé des études à l'université. Elle s'est embêtée. Il faut que je fasse attention maintenant parce que parfois je dis des gros mots. Elle s'est embêtée et elle a fait un CFA de pâtisserie-chocolaterie, et elle est parfaitement épanouie et parfaitement heureuse. Elle a commencé à y travailler. Peut-être créera-t-elle demain sa propre boîte, peut-être une chaîne de pâtisserie-chocolaterie, et peut-être aura-t-elle une réussite magnifique dans la vie. Oui, l'apprentissage et l'alternance peuvent conduire à la réussite professionnelle. Alors, les verrous, quels sont-ils ? Soyons réalistes là aussi.
hein, et ne nous contentons pas de déclarations de principe. Où sont les verrous? Les verrous, c'est d'abord des verrous culturels dans les familles. J'ai entendu un jour dans un CFA, c'était un CFA de chaudronnerie, un jeune apprenti me dire, quand j'ai annoncé à ma famille qu'on m'orientait vers le CFA de chaudronnerie, la réaction a été de dire « Ah, il t'envoie à la poubelle ». Il faut casser ces jugements. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a pas de métier noble ou moins noble, il n'y a que des métiers qui permettent de s'épanouir dans la vie du travail. Et c'est la raison pour laquelle je propose que les entreprises viennent dans les collèges dès la classe de 5e pour expliquer aux parents, aux enseignants, aux enfants, la noblesse de ces métiers et les possibilités d'insertion qu'elles procurent à nos jeunes. Il y a aussi des verrous encore dans l'éducation nationale, parce que l'alternance, ça consiste à passer une grande partie de son temps dans l'entreprise. Et c'est ça qui est formateur, et c'est ça qui prépare bien l'avenir. C'est ça qui permet dans un CV de dire « j'ai un début d'expérience professionnelle ». Bien, il faut faire là aussi sauter ces blocages. Je propose de rapprocher les lycées professionnels et les CFA sous l'égide des régions avec une très forte implication des filières professionnelles dans la définition des formations nécessaires. Il y a enfin des difficultés dans les entreprises qui accueillent des apprentis. J'avais donné l'exemple que vous citiez, et vous savez comment ça se passe aujourd'hui. Dès qu'un homme politique dit quelque chose, immédiatement dans les médias, on va vérifier si c'est vrai à la décimale près. Et quand j'ai dit que les apprentis pâtissiers ne pouvaient pas travailler avant 6 heures, 6 heures du matin, j'ai soulevé l'hilarité ou l'incrédulité. Vous avez un témoignage précis, là. Bien sûr qu'il faut protéger les jeunes, mais enfin le pain, ça ne se fait pas entre 7 et 8, hein, ça se fait entre 4 et 6, je ne l'ai jamais fait, hein, je le dis, mais j'ai visité beaucoup de pâtisseries, je le sais. Donc il faut aussi adapter les règles, protéger les jeunes, mais en même temps leur permettre bien sûr de s'insérer vraiment dans un métier. Il y a quelques temps encore, ça je crois que ça a été changé, les apprentis du BTP ne pouvaient pas monter sur une échelle, un peu embêtant si on veut développer l'apprentissage. Et puis il y a des verrous financiers, parce que pour une entreprise, accueillir un apprenti, ça coûte cher. On a réformé la taxe d'apprentissage il y a quelques années maintenant, et cette réforme a été mauvaise parce qu'elle a détourné beaucoup de crédits de l'apprentissage pour les orienter vers d'autres activités. Il faudra remettre l'argent de la taxe d'apprentissage dans l'apprentissage pour permettre de le développer. Ma troisième réponse à ce fléau du chômage, après l'école, après l'apprentissage et l'alternance, c'est aussi l'enseignement supérieur et la formation à l'université, parce qu'il faut poursuivre bien sûr le cursus jusqu'au bout. Nous avons besoin, nous vous devons, des universités d'excellence pour vous permettre là aussi d'épanouir pleinement vos talents. On a fait du chemin depuis un certain temps. Valérie Pécresse, par exemple, avait fait une excellente réforme pour engager... Il y a des Parisiens là, des Parisiens pour introduire ce qui paraissait tabou il y a quelque temps encore, l'autonomie des universités. Il y a encore des progrès à faire et je propose d'aller jusqu'au bout de l'autonomie pour permettre à nos universités d'avoir plus de liberté dans le recrutement de leurs professeurs, par exemple, ou dans la rémunération de ces professeurs. Je ne propose pas, en revanche, de libérer des droits d'inscription parce que ce serait injuste et ça pénaliserait les étudiants ayant peu de ressources. Je propose aussi, dans mon programme pour l'enseignement supérieur, de vous donner des conditions de travail qui soient aux normes internationales, et ce n'est pas, hélas, le cas dans toutes les universités, loin de là. Les bibliothèques, la restauration, les outils numériques ne sont pas encore au niveau où il faudrait. Il faudra donc un deuxième plan campus pour doter nos universités des moyens nécessaires. Mais ma proposition essentielle, mon objectif prioritaire s'agissant de l'enseignement supérieur et de l'université, c'est de mettre fin à une hypocrisie nationale qui consiste à dire « entrée libre à l'université, pas de sélection ». Sauf que, au bout d'un an, ou de 2 ans, ou de 3 ans, la sélection arrive et c'est la sélection par l'échec. Eh bien, à la sélection par l'échec, je veux substituer l'orientation pour la réussite de tous nos étudiants. Et je propose
un certain nombre de mesures très précises, dans le détail desquelles je ne vais pas revenir ici, pour faire en sorte que cette orientation commence dès le lycée, dès la terminale du lycée, où je propose par exemple que chaque lycéen soit reçu par son professeur principal et par un représentant de l'université pour étudier son profil et essayer de l'orienter vers des filières qui conviennent véritablement à ses talents. Je crois que c'est ainsi que nous éviterons la sélection par l'échec. J'ai proposé aussi, j'ai vu que la ministre de l'Éducation nationale a l'habitude de critiquer toutes les propositions que je fais. Sauf qu'au bout de 6 mois, elle les adopte. Par exemple, quand j'ai dit qu'il fallait augmenter de 10% les salaires des professeurs du primaire, c'était de la démagogie, mais aujourd'hui c'est Noël, et donc ça y est, on va le faire. Très bien, je m'en réjouis pour eux, ils le méritent. De même, quand j'ai indiqué que c'était pas très intelligent de faire une sélection entre le Master 1 et le Master 2, mais qu'il fallait le faire à l'entrée du Master 1, on a commencé par dire que ce n'était pas une bonne idée, sauf que maintenant elle a été adoptée, et je crois que c'est une idée aussi qui est tout à fait pertinente, à condition de permettre l'accès au Master 1 de façon très large, par la valorisation des acquis de l'expérience, par exemple, ou par des concours internes. Universités d'excellence, donc, nous en avons, même si elles ne sont pas toujours au plus haut niveau dans les classements internationaux, mais nous avons fort heureusement de véritables pépites. Et je voudrais avec vous peut-être donner un petit signe de reconnaissance et d'admiration à notre nouveau prix Nobel de chimie, Jean-Pierre Sauvage, qu'on peut applaudir très chaleureusement. Strasbourg. Mais vous savez que les 3 premières universités d'excellence labellisées par le programme des grands emprunts que j'ai porté sur les fonds baptismaux avec Michel Rocard, c'était Strasbourg, c'était Paris Centre et c'était Bordeaux. Je voudrais quand même le rappeler. Enfin, je m'arrêterai là parce qu'il y aurait encore beaucoup à dire sur ce fléau du chômage. Lutter contre le chômage, c'est évidemment miser sur les entreprises françaises, sur toute la chaîne de nos entreprises, l'artisan, le commerçant, l'agriculteur, la TPE, la PME, l'entreprise de taille intermédiaire. Il faut les libérer du poids excessif des charges qui les paralysent et des contraintes qui les étouffent. Ce que nous devons ensuite, et je vous ai bien écouté, ce sur quoi je dois m'engager envers vous, c'est bien sûr vos conditions de vie au quotidien, à commencer par le logement des étudiants, le logement des jeunes travailleurs, sur lequel nous sommes, vous l'avez dit, Charlotte, en grand déficit, puisque 7 jeunes sur 10 ont des problèmes de logement. C'est une question très difficile. Je crois que la bonne réponse est d'abord de développer l'offre, de construire. Certaines régions ont commencé à rattraper le retard qu'elles avaient accumulé en logement étudiant, la région Aquitaine en particulier, je le dis, d'autant que son président n'est pas particulièrement de mes amis politiques, mais un effort a été fait. La ville de Bordeaux s'est associée à cet effort. Nous construisons aussi des foyers pour jeunes travailleurs. Étudiants, jeunes travailleurs, il y a un effort considérable à faire dans ce domaine. J'ai bien noté ce que vous avez dit sur les critères d'accès au logement social. Il faudra les adapter pour que les étudiants puissent en bénéficier. Je voudrais suggérer aussi qu'on étudie peut-être un statut de la colocation, qui est parfois difficile et qui est une pratique que les étudiants adoptent de plus en plus. De même qu'on pourrait faciliter les formes de logement intergénérationnel. Ce n'est peut-être que peanuts aujourd'hui, mais ça peut se développer. Un jour, je visitais à Bordeaux une grande maison dans laquelle il y avait un vieux monsieur tout seul. Il accueillait un étudiant gratuitement, avec une seule contrepartie, j'ai trouvé ça sympathique, c'est que l'étudiant s'était engagé à dîner avec lui une fois par semaine. Voilà ce que c'est que la relation intergénérationnelle. La santé, nous avons en France un excellent système de santé, mais les jeunes, malheureusement, ont des difficultés pour l'accès aux soins, d'abord parce qu'ils ne connaissent pas toujours leurs droits, il y a un énorme effort d'information à faire en ce domaine, et puisque parfois ils ont aussi des difficultés financières, eh bien je propose de supprimer la cotisation sécurité sociale pour les étudiants, de façon qu'ils puissent accéder plus facilement à la santé. En troisième lieu, l'État vous doit à tous les Français, mais vous doit à vous tout particulièrement les jeunes, la sécurité.
dans votre vie quotidienne. L'État est là pour vous protéger. Vous protéger contre le terrorisme, bien sûr, parce que vous avez été parmi les victimes les plus lourdement touchées, que ce soit au Bataclan ou que ce soit à Nice, et vous connaissez les propositions que je fais pour mener une lutte farouche, déterminée, sans merci, contre le terrorisme qui nous a déclaré la guerre. À commencer par un renforcement de nos services de renseignement qui ont été affaiblis, notamment dans le renseignement territorial, et aussi avec une présence policière, une présence de la gendarmerie, des moyens pour la justice qui soient à la hauteur du défi qui nous est lancé. Cette sécurité, c'est aussi la sécurité au quotidien. Quand vous vous déplacez dans les villes, dans les quartiers de nos villes, le jour, la nuit aussi. Voilà. Et donc, nous vous devons là aussi la sécurité. Je serai particulièrement attentif à une forme d'insécurité qui est plus que de l'insécurité, qui est de la criminalité. Je veux parler de la violence faite aux femmes que j'ai dénoncée comme un scandale et l'État doit y faire une portée remède. Et je vous appelle, vous, les jeunes, à prendre tout particulièrement votre responsabilité en ce domaine. Enfin, l'État vous doit aussi égalité, lutte contre les discriminations, égalité entre les hommes et les femmes, et nous avons encore beaucoup de chemin à faire dans ce domaine, en particulier l'égalité professionnelle, puisqu'il y a encore trop de décalage entre les rémunérations des femmes et des hommes pour des responsabilités identiques. Je vous ai dit que je vous proposais une sorte de contrat entre nous, une solidarité entre vous et moi, entre vous et nous. Alors maintenant, je voudrais, après vous avoir parlé de ce que nous devons faire, de ce que je souhaiterais que vous fassiez à votre tour. Et tout, oui, ça c'est une première, voilà. Bon, mais je m'arrête alors. Ce que vous pouvez faire pour votre pays, souvenez-vous de cette formule célèbre, je ne sais plus de qui elle était, d'un président américain ou de Kennedy, oui. Avant de vous demander ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour lui. Je crois qu'il faut se demander les deux, bien sûr. Ce que je vous demande tient en un mot, engagement. Engagez-vous. Engagez-vous d'abord dans la vie du pays et dans la politique. Je sais bien que c'est difficile. Je sais bien que vous avez le sentiment que les aînés ne cèdent pas facilement la place. C'est vrai. Eh bien, bousculez-les. Militez. Adhérez aux partis politiques. Demandez des responsabilités. Prenez-les. Il y a de jeunes conseillers municipaux aussi qui y sont parvenus. Et Alexandra nous en a parlé tout à l'heure. Créez des associations. Engagez-vous aussi dans la vie associative. Faites remonter les initiatives du terrain. Vous avez un grand rôle à jouer dans ce domaine. Pensez à ce que Alexandre Jardin, par exemple, a créé avec ce qu'il appelle les zèbres. J'ai bien noté votre idée de budget participatif. Je suis en train d'y travailler en ce moment à Bordeaux. Ça n'est pas très simple. Et pourquoi pas, effectivement, commencer par les jeunes. Et puis, inventez avec nous la démocratie numérique. Vous vivez sur vos tablettes, sur vos iPhones, etc. Il faut que ces outils servent à développer une vraie démocratie participative qui ne vienne pas d'en haut, mais qui vienne du terrain. Vous voyez que vous avez 1000 façons de prendre des responsabilités politiques. Faites-le, engagez-vous. Engagez-vous. Engagez-vous ensuite dans la vie culturelle de votre pays. Ça peut vous surprendre peut-être que je vous parle à ce stade de culture, et pourtant c'est fondamental. Parce que la culture, c'est l'émotion, ce sont des émotions, c'est de la joie partagée. La culture, c'est aussi le vrai rempart contre l'obscurantisme et le fanatisme. Et vous savez que nous sommes engagés dans ce combat. Alors, participez aux événements culturels dans vos villes, dans vos territoires. Créez, inventez de la musique, même du jeu vidéo. Ça finit par devenir de la culture. Il y a des jeux très exigeants. J'ai vu ça à Bordeaux dimanche dernier avec Animasia. C'est tout à fait extraordinaire. Soyez aussi ouverts aux cultures du monde. Parce que quand je dis que la culture est le rempart contre le fanatisme, ça ne veut pas dire qu'il faut se refermer sur soi-même. Soyez ouverts à toutes les cultures, en particulier à nos cultures ultramarines, qui sont une des chances et une des richesses de la France. Engagez-vous dans le monde de l'entreprise, et notamment
dans l'économie numérique. Et merci à Fatma de nous avoir parlé de son expérience en la matière. Je suis extraordinairement admiratif de l'esprit d'entreprise des jeunes générations et de ces multitudes de start-up qui naissent un peu partout sur notre territoire. J'étais hier à Valenciennes, j'ai terminé par un meeting avec des élus locaux à côté de Lille, à l'Équin. Et à Valenciennes, j'ai visité un site absolument extraordinaire qui s'appelle la Serre numérique, où il y a à la fois des écoles de formation au métier du numérique et à l'informatique, 3 grandes écoles, Rubrica, je crois que ça s'appelle ainsi, qui essaime d'ailleurs à l'international, où il y a une pépinière d'entreprises qui accueille plusieurs dizaines de jeunes créateurs et un centre de recherche et d'innovation de l'université. Et là, on voit comment cet écosystème se constitue avec des résultats tout à fait extraordinaires. Alors, je sais bien que ça pose des problèmes. D'abord, le problème de la fracture numérique, vous l'avez évoqué, qu'il faut évidemment éviter ou refermer. Oui, il faut commencer à apprendre le codage, même si tout le monde ne deviendra pas informaticien. Il est absolument nécessaire de savoir un peu ce que ça veut dire. Oui, il faut développer aussi des méthodes d'enseignement qui font appel au numérique tout au long du parcours universitaire, les cours en ligne massifs. Je parle en général, oui, mais je ne cite pas les cycles anglais en général. Allez, je vais le dire quand même, les MOOCs, voilà, très bien. Toutes ces formes d'outils nouveaux qui sont tout à fait fantastiques pour résorber la fracture numérique. Il y a aussi les difficultés de la création d'entreprises. J'étais heureux que vous saluiez le statut de l'auto-entrepreneur. Il est souvent critiqué. Je sais qu'il peut poser parfois des questions de concurrence avec les artisans ou l'économie traditionnelle, mais c'est un bon système qui met le pied à l'étrier et qui doit déboucher ensuite, bien sûr, sur des formes différentes d'activité. Le financement des startups, c'est aussi un sujet pour moi très important. Quand on veut démarrer, on cherche 10 000, 20 000, 30 000 euros, on y arrive. On fait la manche dans la famille, auprès des amis, on va sur les plateformes de financement participatif, Ulule ou d'autres, et on trouve des solutions. Mais après, quand on monte en puissance, c'est plus compliqué. Et là, il y a une solution. Bien sûr, la BPI, qui joue un rôle très positif, ou d'autres formules de financement public, mais une de mes convictions, c'est qu'on ne s'en tirera pas si on ne ramène pas en France l'argent des Français qui ont de l'argent et qui le placent aujourd'hui à l'étranger. Et ce sera bon pour l'emploi. Et l'emploi est l'objectif numéro 1 de ma politique sociale. Et donc, quand je propose de réformer un certain nombre d'impôts ou d'en supprimer quelques autres, ça n'est pas pour faire des cadeaux aux riches, c'est simplement pour servir l'économie nationale et faire en sorte que nos entreprises deviennent créatrices d'emplois. Engagez-vous dans la croissance durable. N'écoutez pas ceux qui vous disent que nous ne sommes pour rien dans le réchauffement climatique. C'est une vision archaïque et complètement dépassée aujourd'hui. Nous y sommes pour quelque chose, nous y sommes pour beaucoup, et si nous ne le prenons pas par la main, nous ne lèguerons pas à nos enfants, à vos enfants, une planète vivable. Il faut donc y aller, et ça commence sur le terrain. Vous avez là une action exemplaire à mener, parce que ça commence par des modifications de comportement. Donc soyez des combattants de la nouvelle économie, de l'économie durable, qui respecte notre environnement. L'économie durable, c'est une économie sobre, qui ne gaspille pas l'énergie, l'eau. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine. C'est aussi une économie du recyclage, qui renonce à jeter, comme nous l'avons fait pendant des décennies, pour engager ce qu'on appelle parfois l'économie circulaire. C'est aussi des villes intelligentes, qui soient capables de maîtriser à la fois l'habitat et ses conséquences sur le réchauffement climatique, de même que la mobilité. On va devenir d'ailleurs, vous l'avez vu, très intelligent, puisqu'on aura des réseaux intelligents partout. Je sais que Le Havre est en pointe dans ce domaine. Très bien. Enfin, je terminerai par là cette liste longue d'engagements que je vous suggère ou que je vous demande. Et c'est peut-être le plus, comment dire, stratégique, à long terme, le plus solennel aussi. Engagez-vous pour la paix. Parce que je suis inquiet pour la paix du monde. Nous assistons un petit peu partout à la montée des populismes, à la montée des nationalismes, en Europe, en Chine, en Russie, aux États-Unis, à la montée des protectionnismes. Je ne cite rarement François Mitterrand,
Et là, je vais le citer pour une fois, quand il a dit « Le nationalisme, c'est la guerre ». Et j'entends à nouveau parler de guerre froide, de conflit. Nous sommes confrontés à un véritable risque de dislocation de l'Europe. Et si nous nous séparions les uns les autres, nous ne serions plus que des États vassaux face aux grands empires qui sont en train de se reconstituer. Quant aux institutions internationales que nous avons créées après la guerre pour développer des modes pacifiques de règlement des conflits, elles sont bloquées aujourd'hui. Nous assistons à cette situation absolument honteuse d'impuissance de la communauté internationale devant le massacre des Syriens à Alep, qui sont exterminés sous les bombes à la fois du régime de Bachar el-Assad et de ses alliés russes. Nous protestons, mais nous ne faisons rien. Et voilà le signe du blocage aujourd'hui des institutions internationales. Alors il va falloir réagir contre tout cela, et je vous invite donc à vous engager aussi. Ne vous résignez pas à la guerre des civilisations. Engagez-vous dans le dialogue des civilisations. Soyez des artisans de paix. Croyez encore dans l'avenir de l'Europe, qu'il faut bien sûr profondément renouveler, mais qu'il ne faut pas casser. Exigez que les programmes Erasmus soient multipliés par 10. Exigez un grand Erasmus de l'apprentissage pour aller à la rencontre des jeunes Européens qui sont vos frères. Engagez-vous, engagez-vous. Engagez-vous dans la lutte contre la radicalisation des esprits partout où elle a lieu. Et vous avez là aussi un rôle déterminant à jouer, quelle que soit votre religion, ou si vous n'avez pas non plus. Engagez-vous, je l'ai dit, dans le dialogue interreligieux pour essayer de dissiper les incompréhensions. C'est toujours l'ignorance qui engendre la peur, et la peur qui engendre la violence. Vous voyez, aujourd'hui, je ne vous ai proposé aucun gadget pour animer la campagne des primaires. C'est ma spécificité. On me le reproche parfois. J'ai essayé de réfléchir avec vous à des vraies questions de fond. Et je voudrais vous dire, pour conclure, engagez-vous avant tout pour la cause de la France, pour que, en 2030, elle ait retrouvé toutes ses couleurs, celles du drapeau tricolore auquel nous sommes attachés. Vous connaissez l'idée que je me fais de la France, un pays riche de sa diversité. Nous ne sommes pas tous pareils. Je n'ai pas dit, quand je suis allé outre-mer, que la France était un pays de race blanche. Et je n'ai pas dit aux Corses qu'ils descendaient en droite ligne des Gaulois. Nous sommes riches de notre diversité et je crois qu'il faut l'assumer. À une condition, c'est que nous renforcions aussi ce que nous avons en commun. Parce que si nous nous contentons d'être différents, ça ne fait pas un pays et ça ne fait pas une nation. Et ce que nous avons en commun, vous le savez, c'est notre histoire, c'est notre langue, c'est notre culture, c'est les valeurs de la République, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est l'égalité des hommes et de la femme, c'est la Marseillaise et c'est le drapeau tricolore. Alors, aimez la France. Aidez-moi à reconstruire la France que nous aimons, c'est-à-dire une France puissante qui soit une terre de croissance et d'innovation, influente en Europe et dans le monde. Une France fière de ses valeurs, de sa culture, de ses capacités créatrices et aussi, oui je le dis, une France heureuse d'être à nouveau le pays dans lequel il fait bon vivre, le meilleur pays où vivre dans le monde. Vive la République et vive la France et vive la jeunesse de France!